Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 5 543 personnes ont contracté la maladie depuis son introduction le 19 mars dernier et 96 en sont mortes. Le gouvernement devrait déclarer l'état d'urgence monétaire, selon l'économiste William Savary. Selon lui, le maintien d'un marché d'échange sous-réglementé encourage les dérives. Célébration ce vendredi 26 juin de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de la drogue partout dans le monde. À cette occasion, le CONALD invite la population à ne pas consommer de drogue, surtout en ces temps de Covid-19. Plus de 100 nouveaux cas de coronavirus ont été dépistés en Haïti mercredi et 4 nouveaux décès recensés. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 5 543 personnes ont contracté la maladie depuis son introduction le 19 mars dernier. 96 en sont mortes. Pas de changement au niveau du classement des zones les plus touchées. L'Ouest reste le département où le plus grand nombre de cas sont constatés, devant l'Artibonite. Delma, Port-au-Prince et Pétionville, dans cet ordre, demeurent les communes comptant le plus de malades du Covid-19. Dernière précision, Haïti ferait face à une souche de coronavirus peu virulente, selon le docteur Jean-William Pape, Bill Pape. Soulignons bien entendu que ces chiffres peuvent être modifiés à tout moment. Haïti a connu plusieurs souches du coronavirus, dont une provenant de la République dominicaine qui est très virulente, selon le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Le spécialiste en médecine fonctionnelle a également dénoncé la méthode de la peur utilisée par les autorités mondiales dans la gestion de la pandémie. Il est convaincu que la mauvaise gestion de la crise fera beaucoup plus de dégâts que la maladie elle-même. On peut toujours dire que Corona, c'est quelque chose, mais ça ne devrait pas être la priorité. Ça peut être une priorité, parce que c'est une maladie qui est nouvelle, donc ça fait sens que nous balle priorité. Et cependant, il y a une citation que je me songe, c'est Dr. Steven Sinatra, qui en parlant de cholestérol, il t'a dit, plus gros problème, mythe cholestérol, là, c'est que les dévier attention moun sur vraie cause maladie cardiovasculaire. Donc ça veut dire ou focus sur le cholestérol alors que n'est pas vraiment un contributeur majeur dans la maladie cardiovasculaire et pour faire médicaments ou perdre du temps pendant qu'une série de l'autre cause a tué mon maladie cardiovasculaire. Je dis dans le monde ça qui passe, il y a un paquet de capturer monde et puis on focus sur quelque chose qui est certainement nouveau mais pas mériter toute attention à ça. Un dit côté seulement dit, on va regarder les décès. Et si vous voulez regarder les décès, et puis regarder cause décès, après Corona sont jouettes. Corona sont jouettes. Pire, au mieux, j'en les prends. Corona pas attaqué les gens qui sont en bonne santé. Corona tué les gens qui étaient déjà malades, c'est connu. C'est les gens qui étaient très âgés, qui sont déjà affaiblis. Donc ça ne veut pas dire que nous devons oublier Corona totalement, mais pour moi-même, nous concentrer sur quelque chose qui ne vaut pas la peine. Là encore, Covid plus paraît un symptôme. Parce que Covid, en fin de compte, il révèle qui est gens qui ont un problème, qui ont un plus gros problème. Mais Covid lui-même, il n'est pas vraiment un problème. C'est ça qui fait que nous sommes capables de concentrer nous sur quelque chose qui pas vraiment vaut la peine. Mais c'est vrai que l'épidémie est rentrée et tout le monde connaît que nous avons des dizaines de milliers de morts, nous avons des centaines de milliers de cas. Ils ont utilisé des modèles mathématiques sophistiqués qui sont dans une grosse université. Par exemple, aux États-Unis, on prévoit 1 à 2 millions de morts. En Haïti, on prévoit combien dizaines de milliers de morts, etc. C'est comme si on avait un plan pour faire mon peur.
nous te fait une présentation de la pandémie de la peur. Parce qu'on a senti une nécessité pour faire mon peur. En fait, lors d'une crise, les leaders pas faire mon peur. Les leaders rassurent. Ils cherchent qui ça qui pille, qui ça qui capote l'espoir. Pour moi-même, dans le monde, ils font mon peur. Et je veux dire, ils ont tellement fait mon peur, par exemple, avec cette question de barrière, c'est encore maintien de la peur. Pour que cette barrière est importante, ça ralentit la circulation virus là. Et le ralentit la circulation virus là, il gagne des effets bénéfiques. Parce qu'on n'a pas un pile monde qui déjà affaibli, qui touché en même temps et qui dépasse les capacités soins santé. Pour moi-même, ça c'est l'intérêt des barrières. C'est pas bloquer le virus, non pas arriver et non pas priver. Mais par contre, là où utiliser mesures barrières, ils ralentissent la circulation du virus, ils permettent services santé de souffler. Par exemple, après 2 semaines, personnellement, moi-même pas recevoir un pile cas encore qui besoin à l'hôpital, et c'est super. Mais si par exemple, vous avez gagné un paquet de monde, pile de monde qui a venu, bon, là, la capacité de service santé ne tape dépassé. Dans le centre Canaan, vous avez laissé 2 patients pour 160 lits que vous avez gagné. Donc ça veut dire nous pas de gain en pic qui était même saturé nos services publics. La Commission nationale de lutte contre la drogue, CONALD, célèbre la journée internationale contre la drogue ce 26 juin autour du thème « Une meilleure connaissance pour de meilleurs soins ». C'est le directeur de l'Observatoire haïtien des drogues, Jean-Alain Bernadel, qui en a fait l'annonce ce vendredi lors d'une interview accordée à Métropole. Monsieur Bernadel invite la population à ne pas consommer de la drogue, surtout en ces temps de Covid-19. De 87 à nos jours, ça fait 33 ans depuis que l'ONU a créé Journée internationale de lutte contre la drogue. Il faut comprendre que la drogue, c'est des substances naturelles ou synthétiques qui agissent sur le monde, qui fait perdu, qui travaillent sur le cerveau, qui fait dépendant, qui fait un pile tort à la santé. Eh bien, dans le cadre de la journée, solennellement, CONAL a demandé tout jeunes pour dire non à la drogue. Nous connaissons que une pandémie COVID-19 qui frappait le monde. Et ça a demandé pour que les gens restent la caillou. Ça est capable de stress, ça est capable de anxiété, mais pas chercher solution dans l'alcool pour tomber dans l'alcoolisme, ni dans la drogue illicite pour tomber dans l'addiction. Donc c'est le plus gros message que CONAL a dit aujourd'hui à jeunes en particulier, à la population. Donc la accompagner et aujourd'hui, on a continué dans la lutte là pour non seulement empêcher les narcotrafiquants de venir avec drogue dans le pays, mais également pour que les jeunes soient capables d'être en bonne santé et pour être capables de développer un meilleur avenir au point de vue social, au point de vue économique. Le fait qu'avec Covid-19, que nous pas fait des manifestations publiques, côté que pour nous joindre les jeunes au point de vue bailler message pour nous joindre parents tout pour encourager rester avec famille pour que ti moun yo pas rentrer dans la drogue. Nous décider une stratégie pour que nous utiliser les médias sociaux notamment Facebook, Twitter pour nous communiquer avec la population. C'est ça qui fait que nous avons fourni un pile message sur page et Commission nationale de lutte contre la drogue sur Facebook que toute population qui a regardé et là n'a pas un message OK et conséquences tabac qui gagne sur commune conséquences alcool qui gagne OK qui ça pour faire les ou joindre pression en moun qui dit faut ponti et buzz donc tout ça yo sur page nous n'a accompagné ensuite faut dire que et là m'a profité et saluer et remercier aucune chaîne partenaire CONAL notamment nous gagnons APAC, nous gagnons le centre hôpital de Bedé qui est dirigé par le docteur Malari, un très grand collaborateur.
Nous avons également un centre psychiatrique. Donc, tout centre qui reçoit des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, qu'on a le travail de concert avec centre pour accompagner, pour mieux accompagner les gens qui font face à dépendance, qui fait face à addiction. Alors que le ministre de la Justice, Luc Mandélil, dit vouloir mettre fin aux actes de spoliation, le dossier de la famille Benoît au village des Palmes demeure dans l'impasse. 2 mois après l'agression de Patrick Benoît, les spoliateurs continuent de se rendre sur le terrain et profèrent des menaces à l'adresse des riverains de la zone qui tentent de les en empêcher, rapporte Rachel Benoît. D'un autre côté, Ashley Larac, membre de l'association SOS Non à la spoliation, met en doute le contenu de la déclaration du ministre Delisle en conférence de presse le 25 juin. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Représentatif des actes de spoliation dans la zone de Vivi-Mitchell, le cas de la famille Benoît semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est des gens nous connaissons qui sont victimes. La question de terre, question de Kaïsa, elle arrive trop loin. Et il faut que l'État mette un frein dans ça. Et de fait, comme représentant de l'État, ministre de Justice et Sécurité publique, nous croyons que ça vient mettre le pays en danger. En effet, toute la chaîne pénale entend mobiliser ses forces afin de poursuivre les spoliateurs. Et le garde des Sceaux se dit conscient de la navette qui existe au niveau des tribunaux. Luc Mandélil, ministre de la Justice. Donc, venir dans le tribunal, on dit la droit à ne plus finir. Et n'a dit tout le monde qui est victime de voler terre, voler caille pour porter plainte. Et gon brissif qui est dans le ministère tout et pour porter plainte et à travers 18 juridictions pas qui est dans le pays et pour nous faire moun ça rôle nous trouvons que situation ça li dure trop et nous pas qu'à tolérer genre de comportement ça dans la société. Ferme comme d'habitude, M. Delisle veut venir à bout des actes de spoliation. Il plaide même en faveur de la diaspora qui, selon lui, s'ajoute à la liste des victimes. Sachant que le cas des Benoît est le plus récent en date, à quel point se trouve ce dossier environ 2 mois plus tard? Rachel Benoît répond. Ministre là au courant, Premier ministre là au courant, président au courant, et CSPG au courant, en pile monde impliqué là-dedans, et des gens qui dépendent de l'État, ils connaissent, ils identifié, et puis jusqu'à présent, rien n'est fait. Et puis, Napton, nous avons souhaité que le ministre passe de la parole aux actes. Malgré les voix qui se sont élevées, notamment au niveau de la présidence pour réclamer une intervention contre les spoliateurs, rien n'est fait, poursuit Mme Benoît. L'IGPNH avait annoncé que le dossier serait transféré à la Direction générale de la police nationale, mais sans résultat, du moins pour l'instant. Pendant ce temps, les individus armés continuent d'investir le terrain régulièrement. Ils ont passé quand un voisin et ils ont entré pour venir craser le panneau. Mais ils ont toujours continué à faire voisin ça problème. Ils n'ont pas voulu le travail pour être capable de passer. Et ils ont venu recraser plusieurs fois. Et chaque soir, mon Dieu, m'était presque, ils ont venu faire toute une sérénade de tirs d'armes à feu de tout calibre pour paniquer mon dans la zone là. Ils ont venu essayer d'écraser, mais plusieurs fois, ils ont écrasé déjà, ils ont recrasé plusieurs fois. D'un autre côté, des membres de l'association appelée SOS Non à la spoliation fixent leur position par rapport à la déclaration du ministre de la Justice. Illustrant ses propos par la tragédie vécue par les Benoît, Ashley Larac, un membre de ce regroupement, exprime des doutes sur la détermination du ministre. Si avant M. fait une déclaration, il est capable de déjà prendre une preuve de limiter fin à ça veut dire que pour les Benoît, si le juge là est déjà a jugé la réunion,
si nous n'avons pas remonté sous terrain les Benoît et attaquer, c'est d'ailleurs une preuve flagrante. Si le problème de spoliation n'a pas atteint une carrière, et que nous ne pouvons pas tout Kaiser bouger, si vous arrêtez les gens qui ont fait bagaille ça, nous avons une preuve que ça l'a dit, c'est ça. Alors que le ministre de la Justice, Luc Mandelil, veut mettre fin aux actes de spoliation et tente en même temps de faire renaître la confiance chez la diaspora haïtienne, le dossier de la famille Benoît traîne encore. Qu'est-ce qui empêche que cette famille obtienne justice et pourquoi ne pas s'en servir pour tracer des exemples? Autant de questions qui présentent des zones d'ombre. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Dans la situation actuelle, le gouvernement devrait déclarer l'état d'urgence monétaire, selon l'économiste William Savary. Il a blâmé la politique menée par l'État dans ce domaine jusqu'ici. Le maintien d'un marché d'échange sous-réglementé encourage les dérives et nuit à l'intérêt de la population et de l'économie du pays, estime M. William Savary. Dans le cas ça à côté nous je pense que le pays a besoin de déclarer une urgence financière aujourd'hui et maintenant, pas plus tard que cet après-midi. Parce qu'une urgence financière permettrait au gouvernement de saisir les rênes des sources de dollars dans le pays pour qu'on puisse dicter, réglementer le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de réglementation dans le marché de changeant qui permet que toute dérive soit faite là. Et je ne pense pas que c'est la faute du gouvernement, je ne pense pas que c'est la faute de la BRH, parce que d'après la Constitution, la BRH et le ministère des Finances ont conjointement la gestion de la monnaie dans le pays. Donc, ou pas blâmer ni ni l'autre. Et nous sommes également responsables en tant que citoyens selon notre comportement. Nous avons pas de responsabilité nous-mêmes en tant que citoyens pour nous faire. Mais aujourd'hui, maintenant, pas plus tard que cet après-midi, le gouvernement en place devrait déclarer un état d'urgence financière. Maintenant, l'état d'urgence financière veut dire qui ça, William Savary? Ça va impliquer? Premièrement, les impliqués ont pris en charge des instances de l'État. Par exemple, vous avez Banque centrale, vous avez un BNC, ou bien BPH, ce sont des instances de l'État qui ont une responsabilité vis-à-vis de la gestion de l'implication de la masse monétaire. Par exemple, il y a bon crédit, il y a établi taux d'intérêt sur le marché, il y a établi les conditions d'allocation de crédit, il y a une évaluation des ratios qu'il faut mettre en application pour sélectionner les gens qui vont emprunter de l'argent. Et puis, un bail qui est très important, il y a une fonction fondamentale qui est capable de jouer dans le service de transfert d'argent dans le pays. Et ça, c'est très fondamental. Et à partir du moment où tu contrôles cette source, soit des virements vers Haïti ou des virements d'Haïti vers l'étranger, tu peux établir des réglementations. Et c'est là que moi, je nous allons. Parce qu'il y a un manque de réglementation et moi, je dis nous que la Banque centrale, c'était comme une grande prison. Côté des tiraillés d'un côté par l'exécutif, des tiraillés d'un côté par le Parlement, les parlements là, des tiraillés de l'autre côté par le secteur bancaire, des tiraillés d'un côté par le secteur des affaires, et puis des guerriers mandales constitutionnellement qui imposent des obligations vis-à-vis de la nation. Et quel que soit le niveau des compétences des gars, qu'ils soient bons ou pas, ça ne me concerne pas, mais le fait qu'ils soient tiraillés, leur fidélité est divisée. Et leur situation pour établir la politique monétaire d'un pays, tu ne peux pas avoir une fidélité divisée. Il faut qu'on côté lié, c'est l'intérêt de la nation, c'est ce qu'il faut viser, c'est l'intérêt de la majorité des gens, c'est la croissance économique, la création de la prospérité et permettre l'accumulation du capital. Ça, c'est responsabilité. Ou pas vous favoriser un groupe monde sur l'autre. Mais les conditions nécessaires qu'il faut, si il y a un dérive qui fait en condition, il faut remettre la pendule à l'heure. C'est ce que je pense qu'on devrait avoir aujourd'hui avant la fin de la journée. Oui, tu as déjà toutes les préalables. Parce qu'il y a une crise là. Si cette crise n'est pas adressée, ou par contre, ça ne va pas le déboucher, non? Ou un état de crise là aujourd'hui, qui exigeait une décision régalienne. Maintenant, la Constitution permet au président de prendre cette décision, moyennant qu'il appelait le Parlement pour prendre mon là au Parlement qui caduque. Il y a des décrets qui se prennent et dans le cadre de ces décrets, on peut avoir une décision pareille. Maintenant, est-ce que c'est une décision qui peut se prendre à la légère? Non. Mais nous sommes dans un état d'urgence. C'est comme sous dans la guerre. Sous dans la guerre, ou pas peut-être Parlement, sous dans la guerre, au point de décision. Et la guerre qui se fait, c'est une guerre qui se fait sans armes. C'est une guerre qui se fait avec la manipulation de la monnaie. Et la manipulation de la monnaie est également une forme de guerre. Et les gens qui subissent cette pression de cette guerre, ce sont les gens de la classe moyenne, eux qui sont décapitalisés, eux qui ont perdu leur pouvoir d'achat, eux qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins journaliers, qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Tu es en état de guerre. Il faut traiter cette situation comme une situation de guerre. Maintenant, les urgences, on les adresse tout de suite parce qu'il faut répondre à des questions urgentes. Et ça, c'est une question urgente. Ça risque de déboucher sur des trucs qu'on ne pourra pas contrôler. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.